Un des mecs que j'adore, moi, c'est Pourquoi Jérémy. Comment il s'appelle Goyou. Non, Jérémy Kochman. Coleman, ouais. Ok. Ouais, lui, franchement, c'est un mec à suivre. Lui, il a tout compris. Vous l'avez entendu. D'après Oussama Hamar, Jérémy Coleman a tout compris. Mais compris quoi exactement? Quelle est sa vision unique du marketing aujourd'hui? Qu'est-ce qui le différencie de tous les autres entrepreneurs à succès? Et surtout, quelles clés a-t-il à vous transmettre pour que vous aussi, vous fassiez une différence auprès de vos clients? Nous avons donc le plaisir d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Jérémy Coleman. Il va tout nous expliquer dans cet épisode, c'est-à-dire qu'est-ce que le peacocking et comment s'en servir dans le business, quelle est sa vision sur l'argent, Mais aussi ce qu'il n'aime pas dans le marketing actuel et pourquoi. Et enfin, qu'est-ce qui change quand on gagne 100 000 euros par mois dans son activité? On va découvrir ça ensemble. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus Je suis Christopher Cerceau, et bienvenue dans 1, 2 3 Business. Première question pour toi, Jérémy, pour entrer dans le vif du sujet. Alors, non, on va être poli. Je te présente Christopher, mon co-hôte pour ce podcast. Bonjour. Un ami qui m'est cher. Comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, Jérémy? C'est toujours une question difficile en fait, et je m'adapte en fonction de qui j'ai en face de moi. Si tu veux, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer comment moi je me percevais à des gens qui soit s'en foutent, soit ne comprennent pas. Et donc, si tu veux, des fois je vais être un entrepreneur, des fois je vais dire que je fais du marketing. Je me présente toujours avec ce que je fais professionnellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours le premier truc qui me vient. Et entrepreneur, je fais du marketing, je suis formateur, j'ai un business en ligne. Mais Alors, vas-y, toujours attends, de comment tu te rester. présentes si je suis ta belle-mère? Ah, je forme des gens sur Internet. Non, faut pas chercher la merde. C'est comme si c'était comme si t'étais pas face à une grand-mère. Je suis consultant. Je suis consultant stratégie à la rigueur, tu vois. Enfin, non, faut faire simple. Les nouveaux métiers du web et notamment des web entrepreneurs. Ce qu'on fait, c'est tellement déconnecté, ce que la plupart des gens comprennent, que c'est pas la peine de s'emmerder, de se prendre la tête, essayer de rentrer dans les détails. Je fais de la formation, je suis consultant, coach, ils comprennent pas. Moi, j'ai mis Mentor, ils du temps comprennent à savoir pas. que tu t'appelais Jérémy parce qu'on m'a longtemps, on m'a longtemps représenté comme l'homme au chapeau. Donc, pour moi, pendant longtemps, tu étais l'homme au chapeau. Donc, tu n'as pas mis de Mais chapeau ouais, aujourd'hui. Mais je ne sais pas d'où non. vient d'où vient ce branding. J'avais un chapeau melon quasiment 24/24 sur la tête pendant des années. J'aimais bien parce que c'est un élément de différenciation. J'aimais bien au niveau style. J'ai fait quelques années dans la mode, donc si tu veux, il y a des séquelles quand même. Et puis surtout, je n'étais jamais content avec mes cheveux. Ça résolvait quand même vachement le problème. Entre-temps, le branding par la différenciation et par le peacocking, etc., j'en suis un peu revenu. Je me suis rasé la tête, donc j'ai plus de problème de cheveux. Et j'ai tellement voyagé que balader les chapeaux, à chaque fois, c'était un peu chiant. Et donc, en fait, voilà, par la force des choses, j'en mets plus, mais ça restera toujours pour la plupart des gens parce que j'utilise encore en miniature YouTube souvent, etc. Mais je n'ai plus des chapeaux melons de couleurs bizarres quand je vais quelque part. C'est drôle parce que tu viens justement du milieu de la séduction et donc tu parles de peacocking, c'est ce qu'on connaît dans le jargon de la séduction. Et, et aujourd'hui, sans ton chapeau, comment est-ce que tu fais pour faire du peacocking en business? Alors moi, je suis Juste quand même pour l'audience, peacocking, est-ce qu'on peut définir aussi? Le peacocking, c'est littéralement c'est l'art de faire le pan. C'est avoir un élément de différenciation très très fort qui permet aux gens de te remarquer en disant tiens, c'est chelou, pourquoi cette personne elle a ça? Derrière, c'est pour attirer l'attention, pour animer un peu de curiosité. Et surtout, quand tu es dans un élément où tu es censé être un vrai professionnel de ce que tu fais, tu t'es dit ok, celui-là, s'il est si chelou, c'est que soit c'est un génie, soit il a rien à foutre là. C'est ce qui se passe en sous-texte un petit peu dans la tête des gens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vais avoir un peu de ça encore, de différenciation, parce que je suis tout le temps en train de gueuler sur des trucs. Parce que ça m'amuse profondément. Hein. Tout le monde qui croit que je suis quelqu'un de très en colère dans la vie. Pas du tout. Je trouve juste ça très drôle. Je suis un enfant de 3 ans. Je vois un truc que personne n'ose dire et je me dis, tiens, si tu mets un coup de pied là-dedans, il va se passer quoi?
Et c'est devenu un peu une marque de fabrique. Et sur les réseaux sociaux, ça marche très très T'en bien. joues à Des fond. choses comme ça. Voilà, c'est un jeu, c'est un gros jeu. Ceux qui me connaissent en vrai, ils ont toujours vu. Je suis pas du tout aussi énervé en vrai. Hein. Le dernier Donc, coup de gueule en date, tu me diras si je me trompe, c'est quelqu'un qui t'a demandé Ok, Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais pour les soignants qui sont arrêtés? ouais, alors j'ai un vrai gros problème avec ce qu'on appelle les social justice warriors. C'est des gens qui vont sur Internet et qui déversent des tonnes de camions de culpabilité sur des gens qui essayent de faire quelque chose dans la vie, en leur disant mais tu fais pas des choses pour l'écologie, mais tu fais pas des choses pour les femmes, mais tu fais pas des choses pour les soignants, et les bébés qui meurent en Afrique, et les bébés phoques dans la banquise. Ouais, il y a un moment, je peux pas sauver tout le monde. Et puis, putain, moi, je suis pas pompier, je sauve pas les gens. Maintenant, ces gens-là, ce qui est marrant, c'est qu'en général, c'est ceux qui font rien. Et qui viennent dire à ceux qui essayent, des fois mal, hein, mais qui essayent, qu'ils en font pas assez. Et de toute façon, t'en feras toujours jamais assez. On est dans le sophisme du vrai Écossais qui va voir tous les Écossais pour leur dire qu'il est plus vrai Écossais qu'eux. Et là, c'est pareil, en fait, si tu veux faire quelque chose d'un peu bon pour la planète, il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que toi, donc t'en fais pas assez. À côté de ça, et je ne fanfaronne pas dessus toute l'année, je fais des dons à des assos, je fais des prêts, des frais solidaires sans intérêt dans des pays en voie de développement pour payer de l'école à des gamins qui peuvent. Enfin, je fais plein de trucs, tu vois. C'est juste que j'ai pas besoin d'en parler, en fait. Moi, mon branding, c'est je suis entrepreneur, je fais du marketing, je gagne de l'argent, je vous fais gagner de l'argent. Ce que j'en fais, ça me regarde après. C'est vrai qu'en France, on aime bien juger ça. Même là, il y a la Coupe du Monde, donc c'est toujours ça va toujours être les mêmes trucs. Ouais, ils donnent 10% de leur salaire et pourraient donner bien plus. Ok, s'ils gagnent 1 million, bien sûr qu'ils pourraient donner bien plus que 10%. Mais toi qui gagnes 1 500 euros par mois, est-ce que toi-même, tu donnes ne serait-ce que 150 euros, qui est aussi 10% de ton salaire? Non, donc ouais, il y a ce truc-là de j'aime bien juger, mais écoute ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, et à côté de ça, les footballeurs devraient donner plus. Peut-être, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire à la rigueur, c'est pas à moi de décider ça. Mais foncièrement, c'est parce qu'en fait, les gens ils comprennent pas qu'est-ce que l'argent et pourquoi on est payé. Ils pensent qu'on est payé au labeur, est-ce qu'on est important dans ce qu'on fait dans la société, est-ce que c'est vital, des trucs comme ça. Non, regarde les choses les plus utiles au monde, les infirmières, les pompiers, les policiers, les éboueurs, c'est les moins payés de la société, c'est ceux qui sont en train de se foutre en l'air toutes les 5 minutes parce que leurs conditions de travail sont abominables, mais parce qu'il y a une réalité, et après elle est bien ou mal, pareil, c'est pas à moi de le dire. La réalité, c'est qu'on est payé en fonction du problème qu'on résout, de sa complexité, de notre degré de remplaçabilité et de l'échelle à laquelle on résout ce problème. Donc tu résous un petit problème de façon très complexe pour beaucoup de gens, tu es très riche. Tu résous un problème très compliqué pour peu de gens, mais qui coûte très cher, tu es très riche, et ainsi de suite. Et surtout, moins tu es remplaçable, plus tu es cher. Policiers, infirmières, etc., on en forme au kilo. Malheureusement, la chair à canon, ils sont remplaçables. On estime que le problème qu'ils résolvent, tout le monde peut le faire. Ça donne les conséquences que ça donne dans la société actuelle, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, ils ne sont pas payés. Et juste, en fait, c'est une mécompréhension de comment fonctionne l'argent dans le monde capitaliste. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de l'humain. C'est le marché qui décide. Tu animes un podcast sur l'argent actuellement, si je me trompe pas. Tu avais également lancé un podcast sur la jante masculine. Sur la masculinité en général, ouais. Masculinité C'était en 2020, 2021, je crois. Ok. Il existe toujours ou tu as switché sur podcast sur l'argent? Il existe toujours, mais je l'anime plus. Ok. Je l'ai laissé actif et je paye tous les mois pour qu'il reste actif parce que j'estime qu'il y a eu des belles choses dedans. Mais moi, je l'anime plus parce que quand je l'ai fait, c'était un moment où moi-même j'avais ces questionnements et j'avais envie d'en parler. Et j'avais envie de parler avec des gens qui comprenaient ça, etc. Et à la fois, j'en avais marre d'être publiquement sur ce terrain-là. C'est un terrain qui est très très dur. Moi, je suis un homme blanc et hétéro. Hein. Donc déjà, foncièrement, sur le débat public, sur ces sujets-là, je ne devrais rien dire. Pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas à moi de dire. Mais alors que j'avais une démarche où j'essayais, peut-être maladroitement, je le reconnais volontiers, j'ai pris beaucoup dans la gueule par l'extrême du féminisme. Et attention, féminisme en tant que combat sociétal, c'est pas la même chose pour moi que féminisme extrême. Hein. Il y a celles qui veulent enfin avoir des droits et arrêter de crever sous les coups de leur mari, et il y a les personnes qui pensent qu'il faut annihiler l'homme. C'est pas la même chose. Hein. Et annihiler l'homme, c'est 0,001%. Hein. Malheureusement, c'est elle qui crie le plus fort. Je me suis fait attaquer comme quoi j'étais transphobe, enfin plein de trucs comme ça, tu vois, et j'en ai marre de me justifier, j'en ai marre d'être sur ce terrain-là parce que je les maîtrise pas assez en plus, tu vois, je suis pas assez pointu sur ces sujets-là de société, donc en fait je me défends avec mes émotions et pas avec des faits,
Et j'en ai marre de passer mon temps à me défendre sur un terrain qui est si glissant que celui de la masculinité, du rapport homme-femme, etc. Donc j'ai arrêté. Du coup, tu t'es dit, je vais aller sur le terrain de l'argent, c'est beaucoup moins glissant, ça fait moins Surtout en polémique. France. Mais là, j'ai moins peur, si tu veux. Là, j'ai plus d'armes pour répondre. Tu vois, parce que concrètement, en face de moi, j'ai soit des gens qui comprennent et qui veulent qu'on leur explique, et auquel cas, je ne suis pas doctorant sur l'argent, hein, mais je connais un peu le sujet. Soit j'ai des gens qui veulent me dire que l'argent c'est mal et que je suis méchant. Et en fait, là, très simplement, je ne parle pas avec eux. Mais ils ne sont pas des millions sur les réseaux sociaux. C'est pas pareil. Ouais. Les gens anti-argent, c'est des petits haters altermondialistes. Ils me font beaucoup moins peur que les mouvements et les lobbies LGBTQX+, je ne sais plus, que les lobbies féminins, etc. Tu vois, c'est des sujets plus compliqués. Vraiment, tu m'attaques sur l'argent, je suis à l'aise. Tu m'attaques sur le sujet de la masculinité, du genre et tout. Et j'ai pas assez de matière pour aller plus loin que ça sur le sujet. Et donc, je me suis arrêté là où j'estime que j'avais dit ce que j'avais à dire et que je ne pourrais pas apporter grand-chose de plus sans tomber dans un débat où j'ai pas ma place, en fait. Qu'est-ce que tu penses avoir compris sur l'argent que la plupart des gens n'ont pas compris? Je regarde l'argent froidement. C'est-à-dire que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas juste, c'est pas injuste, c'est pas une émotion, c'est pas une énergie, c'est pas de l'amour. C'est une représentation de la valeur dans un marché capitaliste qu'on a utilisé pour simplifier les échanges. À partir de là, c'est un outil, éventuellement, mais c'est rien de plus que ça. Et donc, quand tu comprends ça, tu mets moins d'émotions dessus, tu es plus à l'aise avec, tu sais plus facilement en créer, tu sais plus facilement le faire circuler. Il n'y a pas de si j'en ai beaucoup, je suis un être extraordinaire, et si j'en ai pas, je suis une merde. C'est je suis ce que je suis, que j'en ai beaucoup ou que j'en ai pas. Et je pense que si on enlevait beaucoup plus d'émotions autour de l'argent, ce serait beaucoup plus simple pour beaucoup de gens. Mais on a tous tendance, quand on leur dit l'argent, froidement, brutalement, le marché, l'achat, la vente, c'est ça. Le réflexe de ceux qui ne sont pas dans la bonne situation aujourd'hui, c'est mais c'est pas juste. Ah ouais, mais c'est pas censé l'être en fait. La vie, c'est pas juste. Et c'est pas injuste non plus en fait. C'est comme c'est. Puis si t'es pas content, soit tu boudes, soit tu te fous en l'air, soit tu vas dans un temple. Mais c'est injuste la vie. Par essence, tu regardes le règne animal, c'est pas juste non plus, hein. Le bébé antilope à qui il manque une pape qui se fait dévorer par le guépard, c'est pas juste, hein. Il a rien demandé le bébé antilope. Je suis sorti ce matin, j'ai vu le chat de la voisine qui était en train de torturer une souris. Elle couinait dans tous les sens, il la jetait en l'air. Voilà. Il arrivait à jongler avec. Ma femme qui poussait des Oh, hurlements. l'horreur. Je savais pas qui couinait le plus, ma femme ou la souris. C'était horrible. Ah, c'est horrible. Non, mais tu vois, c'est pas censé être juste. Et à la fois, à l'échelle de la Terre, je suis parti des privilégiés. C'est facile pour moi de dire, on s'en fout que ce soit juste. Peut-être que si j'étais au fin fond d'un bidonville à Calcutta, peut-être que j'aurais envie un peu plus de me rebeller contre la justice sociale, tu vois. Donc ça, je le reconnais aussi. Maintenant, j'ai vu des gens de milieux très, 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 très défavorisés s'en sortir. Est-ce que c'est plus dur pour eux? Ouais. Mais c'est possible. Est-ce que c'est injuste que ce soit plus dur? Oui. Mais ça reste possible. Donc, Concernant les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui débutent, qui ont ce sentiment de moi, je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas d'argent. Ou alors qui vont prendre cette dérive de se donner un lifestyle qui n'est pas leur, de grossir leur lifestyle pour montrer ce qu'ils sont censés être. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui réagissent comme ça? Alors, j'ai pas d'argent, donc je peux pas me lancer. C'était vrai il y a 60 ans. Quand on voulait une entreprise, il fallait un local, il fallait une usine, il fallait la banque, il fallait des salariés, il fallait meubler des bureaux, il fallait aller prospecter des clients en voiture ou en train à l'autre bout de la France, etc., ou du pays où tu vivais. Ouais, à l'époque, sans argent et sans argent de la banque, tu pouvais pas lancer une entreprise, c'est pas possible, hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Délivrer ton produit avec Zoom, si tu vends quelque chose de digital, par exemple, que ce soit une formation, que ce soit ta compétence, donc tu vois, en transmettant verbalement à quelqu'un ou en travaillant sur un truc digital, tous les outils sont gratuits en fait. Tu fonctionnes qu'avec virement bancaire, donc tu n'as pas besoin de processeurs de paiement qui te prennent de l'argent. Tu peux aujourd'hui aller chercher tes premiers milliers d'euros avec que des outils gratuits en libre service. Donc, les gens qui disent si on achève de l'argent en jeu, soit ils n'observent pas les bons entrepreneurs, soit c'est de la mauvaise foi et ils cherchent des excuses pour ne pas le faire. Ensuite, les gens qui crament un lifestyle pas possible juste pour se donner un paraître, je pense qu'on en revient.
Je pense que le marché est plus dupe comme il a pu l'être il y a 5, 6, 8 ans. Et aujourd'hui, concrètement, quand tu vois des gens en Lamborghini à Dubaï, il y a trois types de personnes. Il y a les influenceurs qui sont payés par la marque. Il y a les crypto-bros qui ont effectivement fait des millions en crypto, pas parce qu'ils étaient compétents, mais parce qu'ils étaient dans un bull market et que suffisait d'oser. Et vu qu'ils tradaient des Z, des bitcoins, des machins, ils n'avaient pas la valeur de l'argent qu'il y avait derrière et ils se sont retrouvés sans faire exprès avec des millions. Et donc ils sont tous partis là-bas. Et il y a les gens qui font semblant. Les gens qui font semblant, ils ne vont pas faire semblant longtemps. Parce qu'à Dubaï, quand tu n'as plus d'argent, ils sont pas sympas avec toi. À Dubaï, tu as 1 euro de découvert, tu vas en prison. C'est pas comme en France. Il y a pas, vous pouvez rester dans l'appartement tout l'hiver même si vous ne payez pas. Voilà. Donc, le monde aujourd'hui, il est plus dupe et les jets privés, les Lamborghini, les grosses villas, on arrive assez facilement à voir pour qui c'est réel et pour qui ça l'est pas. Pour une très simple raison, c'est que 95%, je dirais 99% peut-être même, des gens qui ont vraiment ça, ils n'ont pas besoin de l'afficher. Justement, toi, tu prends le contre-pied. Ce que tu aimes bien montrer, c'est au contraire que toi, tu as un lifestyle pépère. Tu vis dans un village reculé, tu es en pantoufles une bonne partie de la journée, tu es voilà, au calme. Et c'est un côté inspirant, mais différent des business lifestyle. Et j'ai l'impression que la tendance marketing actuellement, c'est de devenir entrepreneur zen. Tu vois, c'est ce côté peaceful un petit peu. Je sais pas comment tu vois la chose, toi. Moi, je suis pas zen. Moi, je suis une catastrophe. Je suis une pile électrique stressée et j'ai encore beaucoup de chemin à faire vers la zénitude. Par contre, j'ai vécu à Paris pendant 6 ans. J'ai vécu un peu partout en digital nomade. J'étais en Suisse, j'étais dans des pays un peu plus chers, etc. Ça ne m'attire plus tellement. En fait, j'ai assez envie d'avoir une vie où on me fout la paix, tu vois. Et donc, je suis dans un petit village du sud-ouest. Je roule en scénic plein de bosses défoncés. Je suis là présentement en sweatpants, donc en jogging avec un t-shirt Monsieur T-shirt que ma femme m'a offert. En dessous, je suis en basket. J'ai une montre qui est chère, mais parce que j'aime les montres. Tu vois, j'en ai plusieurs que j'ai pas chez moi, venez pas les voler. Tu vois, après, par rapport à la moyenne, par exemple, des Français, tu vois, j'ai un train de vie qui est élevé. Je peux le dire, je dois dépenser 5 ou 6 000 euros par mois avec ma femme. Par rapport à la moyenne des gens, c'est beaucoup. Et à la fois, par rapport à ce que je suis capable de gagner, c'est pas beaucoup. Et je vais faire le foufou une fois de temps en temps au resto ou en soirée avec des amis. Je vais faire le foufou sur des voyages ou des vacances. Je vais faire le foufou aussi une fois de temps en temps, je vais me payer un très très beau truc. Mais globalement, l'argent, je le réinvestis en fait. Et ça me va bien comme ça. Et si je suis amené à en dépenser plus, j'en dépenserai plus. Tu vois, l'année prochaine, on va sûrement vouloir un enfant. Le budget va augmenter indéniablement, tu vois, parce que déjà, quand mes potes ils ont des enfants, je leur offre des grenouilles Arkenzo. Bon, voilà, tu vois. Si jamais Christopher est papa depuis 2 semaines, donc si tu veux offrir des grenouillères, c'est le moment. Bon courage. Non, mais tu vois, j'ai pas un besoin de lifestyle ostentatoire. Tu vois, j'ai quelques beaux objets qui coûtent cher. Et le reste du temps, en fait, mais en vrai, je suis chez moi au Pays Basque, tu vois, à part ma femme et les voisins, il n'y a personne qui me voit. Donc je vais m'habiller très très cher et très très clinquant pour qui? Parce que c'est pas pour moi que je le fais. Il faut arrêter avec ça. Et après, je les connais, les dress for success, habillez-vous pour l'homme que vous voulez devenir, etc. Mais moi, je regarde aujourd'hui les gens qui m'inspirent, à part les gens de Wall Street, ils sont en hoodie et en jean. C'est fini l'époque des milliardaires en costume 3 pièces, tu vois. Aujourd'hui, c'est les milliardaires en t-shirt. S'il y a 1,5 milliard, ils peuvent être en t-shirt. Moi, 1,5 million, j'ai le droit d'être en t-shirt aussi, tu vois. Limite, ça devient un mème, quoi, si tu es habillé comme un pingouin. Je pense à JP Fanguin qui est devenu viral. Il était en costume, tu vois, parce que c'est cliché. Ouais. Mais parce qu'il s'adresse à une cible qu'on appelle vulgairement un petit peu les jeunes loups. C'est genre 16-25 ans, veut du fric. Et ils sont prêts à acheter n'importe quel nouveau véhicule qui va permettre de gagner de l'argent. Ils veulent la richesse. Tu vois, ils veulent pas autre chose. Ils s'en foutent. Tu vois. Donc, c'est des gens qui vont dans les cryptos, c'est des gens qui vont dans le MLM et pour les mauvaises raisons, ça part en cacahuète. En général, quand ils y vont, c'est des gens qui vont dans le trading, c'est des gens qui vont dans le funnel building, dropshipping. Tu vois, c'est tous ces trucs en fait qui ils veulent faire du cash le plus vite possible. C'est la mentalité braqueur de banque. Je fais un coup, j'essaie de prendre du cash et je m'en vais. Ça n'a pas tellement d'avenir et à la fois, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Justement, avec quoi tu n'es pas d'accord aujourd'hui dans le monde du marketing? Le marketing tapageur, clinquant, bling bling, Lamborghini, j'aime pas ça.
je le comprends. Je le comprends très bien, je sais qui il cible, je sais comment, je connais les mécanismes et tout, mais moi, j'aime pas. Mais c'est très personnel, hein, c'est pas qu'il marche pas, il marche très bien. Juste, moi, j'aime pas ça me fait chier. Et de toute façon, si je le posais à côté de mon Scénic cabossé, ça marcherait pas bien. Faudrait tenter. Il y aura peut-être des surprises. J'y ai pensé. C'est peut-être un jour. Ouais, genre les commentaires, tu vois, je te l'avais dit. Ouais, les commentaires sous les pubs, ça, on pourra en discuter pendant 4 heures. Hein. Et quoi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la victimisation des gens. Alors dire en permanence, c'est pas votre faute, ça va bien se passer. Nous sommes des petits êtres d'amour. Parce que je pense qu'on mélange trop l'humain et l'entrepreneuriat. C'est pas la même chose. C'est ouais, l'humain détend sur l'entrepreneur, certes, mais tu as monté une entreprise, même si c'est une entreprise tout seul. Et l'entreprise, elle est dans le marché. Et le marché, il est froid. Il est neutre. Il est brutalement neutre. Et le truc de hippie nours, là, ça me fatigue un peu. J'ai aussi beaucoup de mal en ce moment avec tout ce qui est business énergétique quantique. Ça me fatigue au plus haut point. Pas qu'il n'y ait pas des acteurs là-dedans qui fassent des choses très très bien. Ne pas tout jeter non plus, tu vois. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses où je retrouve le même Ponzi du high ticket coaching de 2018, où les business énergétiques forment les business énergétiques à former les business énergétiques. Je trouve ça un peu dommage. Mais surtout, c'est des gens qui disent je manifeste et j'attire l'argent et les clients. Et c'est des gens, leur coach marketing, leur copywriter, etc. Soit c'est des potes à moi, soit c'est moi qui les ai formés. Donc ça me fatigue un petit peu, tu vois, quand je vois ça. Et des gens qui ont passé 15 ans dans l'agence de communication, mais qui aujourd'hui manifestent l'argent et les clients. J'aime pas le bullshit, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons. J'aime dire les choses un peu brutalement telles qu'elles sont. Et donc, quand on est à l'opposé de ça, ça me dérange. Après, il y a des gens qui ont des croyances aujourd'hui dans la vie, dans le business, tout, qui sont fondamentalement opposées aux miennes. Mais si je les sens sincères et qui profondément en eux, ils croient ça, ça me dérange pas. Tu vois, juste, on sera pas d'accord, quoi, mais c'est pas grave. Par contre, quand je sens que c'est un effet de mode et un arc de communication, de raconter n'importe quoi aux gens, ça me casse un peu les couilles. Mais quelque part, peut-être que je me regarde un peu plus en face aussi sur ça. Ça se trouve, j'ai des choses à revoir. Et peut-être que, et probablement que d'ailleurs, je l'ai fait aussi à un certain niveau, etc. Tu vois, mais c'est des choses, j'en reviens en fait. J'en ai marre. Et puis bon, après, c'est aussi la parade du marketeur repenti qu'on voit partout actuellement, quoi. Tu parlais à l'instant des sortes de Ponzi, de coach, de coach, de coach. Justement, quelqu'un qui a envie d'enseigner aux gens comment gagner de l'argent en ligne ou monter un business énergétique ou que sais-je, à quel moment il est légitime dans un marché où tout le monde forme les gens? Soit il est légitime sur une compétence parce qu'il la maîtrise mieux que les autres et il a un track record pour le prouver, soit il a déjà monté une entreprise similaire. Enfin, c'est qu'est-ce que tu as fait avant pour justifier que soit tu as les diplômes qui le permettent, et je suis anti-diplôme pourtant, je trouve ça complètement con, mais bon, ça prouve au moins que tu as essayé d'apprendre quelque chose, soit tu as l'expérience qui prouve que. Le problème aujourd'hui, c'est que on va avoir des coachs qui ont eu un client et demi à 200 € et qui ensuite veulent apprendre aux gens à avoir des clients. On a des copywriters qui ont eu une page de vente à 200 € et qui t'apprennent à devenir copywriter freelance, et ainsi de suite. C'est ça qui déconne un petit peu sur ce marché-là. On est légitime à partir du moment où on l'a vraiment fait. Tu vois, je vais prendre mon exemple. J'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai travaillé en agence, chez l'annonceur. J'ai eu des médias, je les ai revendus. J'ai monté plusieurs projets. J'ai travaillé pour des grands groupes, je travaillais pour des petites marques, j'ai travaillé en sous-traite d'agence, j'ai monté ma propre agence. J'ai arrêté parce que ça me cassait les noix. Ensuite, je me suis lancé en coach consultant, mais au début seulement sur le branding et le storytelling parce que c'est ce que je maîtrisais. Petit à petit, je suis allé sur le social selling et les réseaux sociaux. Et petit à petit, je suis arrivé sur attirer des clients parce que je l'ai fait sur 5 à 10 ans de ma vie avant de le vendre. Et quand j'avais 3 clients et demi, je ne vendais pas attirer des clients, je vendais branding, storytelling, social selling. Parce que c'est ce que j'avais fait en entreprise avant et que je maîtrisais. Et je pense que si on a un peu d'honnêteté dans son track record, on sait au fond de nous quand est-ce qu'on est légitime ou quand est-ce qu'on n'est pas. Ou justement, on ne le sait pas et on est en proie au syndrome de l'imposteur, comme c'est le cas pour beaucoup de débutants. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se faire suivre, se faire accompagner, se faire coacher, avoir un thérapeute, avoir des amis, participer à des groupes, des masterminds gratuits, payants, peu importe. Mais parce que c'est pas toujours facile de se regarder en face avec justesse. Et c'est facile d'être dur avec soi. Comment on se forme? Il y a tellement de possibilités. Aujourd'hui, pour moi, on découvre des choses sur YouTube, en podcast, etc. On commence à creuser avec des livres. Et quand, entre guillemets, on est sûr d'une direction ou d'un mentor, formation, accompagnement, mastermind, coaching, c'est ce qui va le plus vite. C'est pas la seule façon de se former, hein, mais c'est la plus rapide. Toi, tu nous parles de ta carrière d'entrepreneur. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur dans ta vie ou il y a eu un switch à un moment donné? Comment ça s'est passé pour toi?
Je l'ai toujours été parce que je suis absolument inemployable. Je suis une catastrophe comme salarié. Ça s'est très, très, très vite vu dans ma carrière, puisque vu que je me considère comme quelqu'un de malin, et c'est pas ma plus belle qualité, loin de là, hein, j'ai tendance à vite pouvoir tomber dans l'arrogance, tu vois. Et si la personne qui m'emploie, je la considère pas comme brillante et bien meilleure que moi, j'ai vite tendance à lui rentrer un peu dedans, tu vois, pour lui dire c'est nul ce que tu fais. Et j'ai fait le coup quand j'étais plus jeune, un de mes maîtres de stage, tu vois. Et, il m'embauche pour faire du marketing, du web marketing, du SEO, des choses comme ça. Ils me font tricoter des pompons parce qu'il y avait un événement. Et je leur explique la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Et je leur demande est-ce que c'est la meilleure utilisation de mon temps de me faire tricoter des pompons que tout le monde peut faire alors que je ne fais pas de web marketing, que je suis le seul à pouvoir faire. Et j'avais raison. Mais putain, de quel droit je dis ça, quoi? Qui es-tu pour oser dire une saloperie pareille à quelqu'un, quoi? Ou pareil, je disais à mes profs à l'école que le programme il était nul et que les profs ils étaient à chier parce que s'ils étaient capables de ne pas venir en cours du semestre et d'avoir 17 au partiel, c'est qu'ils avaient un problème. Ils auraient aussi pu me répondre t'as qu'à venir, quoi. Peut-être que tu vas prendre des choses en plus. Donc, pour tout ce côté-là un peu arrogant, grande gueule, rebelle, je ne pourrais pas faire bon salarié, je serais une catastrophe. Je me serais fait virer de job sur job, moi. Donc, en fait, j'avais pas le choix de créer mon truc. C'était pour survivre, quoi. Tu as créé ton truc et tu es passé par plusieurs entités dans ton business, donc tu nous as rapidement décrites. Au cours de ton parcours, tu as aussi publié un bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience, les bons côtés et les mauvais côtés? Déjà, j'en ai publié 3. Excuse-moi. Non, mais c'est pas censé savoir, en fait. Je le dis pour donner du contexte. J'en ai publié un sur la mode à l'époque, enfin co-publié plutôt. Et ensuite, sur la partie business, j'en ai publié 2, mais il y en a un qui était un vrai processus d'écriture, qui est alignement. Et ensuite, il y a eu Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances. Je crois que c'est 52 pensées qui m'ont rendu plus riche et plus heureux, un truc comme ça. Et là, en fait, bon, j'ai patché 80 mini-articles. Donc, c'est pas tout à fait écrire un livre, c'est encore différent. Alignement, c'était une tannée à écrire. Je ne referai jamais un exercice pareil. Écrire, on se rend pas compte. Écrire un livre, c'est tellement dur. Alors, pondre un PDF brouillon, tout le monde peut le faire. Rendre ça présentable, avec les bons prestats, tout le monde peut le faire. Écrire un livre qui est digne d'être lu plus de 3 fois, déjà, ça se complique. Et moi, ce que j'ai fait avec Alignement, c'est pas un best-seller. Hein. C'est un truc qu'on m'a écrit parce que j'ai une personne qui m'a aidé à le corriger, à le réécrire, etc. Et on l'a écrit en 3 mois, ce qui est très rapide, mais je passais 8 heures par jour dessus. Hein. Quand à côté de ça, je vois un Alex Hormozy qui passe 18 mois sur un bouquin, alors que le mec, sur son sujet qu'il traite dans ses livres, c'est le meilleur au monde. Tu te dis, bon, si tu veux écrire un vrai bon non-fictional book, il y a un peu de boulot, tu vois. Moi, c'était un bouquin de positionnement plus qu'un chef-d'œuvre, tu vois. Il y a des bonnes choses dedans, vraiment. Je pense que je l'ai relu il n'y a pas longtemps pour regarder un peu. Il y a des choses intéressantes dedans, il y a des choses qui méritent encore d'être lues. Maintenant, c'est pas un bouquin qui durera 100 ans, tu vois. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est un bon bouquin de marketing pour quelqu'un qui veut découvrir l'univers de Jérémy, tu vois. Ça s'arrête là, je pense. Et est-ce que c'est grave de publier un livre qui n'est pas relu dans 100 ans? Non, pas du tout. Mais faut savoir pourquoi tu écris ton livre dans ce cas-là. Parce que là, tu parles d'Hormozy, c'est le Harry Potter de la non-fiction. C'est comme comparer écrire un roman et puis comparer J.K. Rowling. Forcément, il y a plein de livres entre les deux. Il faut se demander pourquoi tu l'écris. Est-ce que tu l'écris pour toi parce que tu as envie d'écrire un livre? Est-ce que tu l'écris pour les gens proches de toi parce que c'est bien pour eux, pour tout un tas de raisons qui vont du divertissement à l'utilité? Ou est-ce que tu écris un livre de positionnement? Ou est-ce que tu écris un livre qui est là pour durer, qui est là pour exploser la tête des gens pour 50 ans? Et donc, si tu es au clair avec pourquoi tu écris ton livre, tout va bien. Mais il ne faut pas se mentir. J'ai beaucoup aimé Alignement. Vous pouvez le retrouver dans les ressources du podcast si jamais vous voulez mettre la main dessus. Un livre, c'est jamais très cher, donc vous pouvez largement investir sur vous avec ce bouquin-là. D'un point de vue business, est-ce que tu as réussi à mesurer les clients que ça t'avait rapporté ou l'audience que tu avais acquise avec ça? Non, pas tellement. Alignement, il a dû se vendre quelques centaines d'exemplaires, tu vois. Pas énorme. Hein. Mais en même temps, on le pousse pas. C'est vrai qu'on pourrait. Je sais pas, en fait. Je pense que si je l'écrivais aujourd'hui, ça changerait pas grand-chose à ma vie, à mon business. Au moment où je l'écris, je crois que c'était 2019, si je dis pas de bêtises. Avoir un livre et avoir un livre un peu sérieux, un peu bien fait, ça donnait un peu de prestance et de profondeur à ton professionnalisme. Donc je pense qu'indirectement, ça m'a ramené des clients. Et puis même, on s'en servait comme barrière à l'entrée à l'époque, à savoir si tu l'as pas lu, tu viens pas en appel avec nous en fait. C'est-à-dire, tu sais pas que tu connais pas notre travail, qu'on va devoir te pitcher, et on pitch pas les gens.
C'est pas quantifiable. Mais ça a dû me ramener des clients, ouais, c'est quasiment sûr. Qu'est-ce qui t'a empêché de pousser cette méthode? Parce que je veux dire, il y a plein de stratégies du style un book funnel, tu vends ton livre en free plus shipping, puis derrière un upsell. Ça, c'est une des possibilités. Tu peux mettre en Kindle Unlimited et toucher des royalties là-dessus. Qu'est-ce qui t'a empêché de vraiment pousser, d'écrire d'autres livres, etc. Parce que c'est pas un exercice qui m'a particulièrement plu. J'aime écrire des choses très courtes, très consommables. Par mail. Par mail, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, partout. Tu vois. Moi, tu me donnes un endroit où je peux m'exprimer sur 10 à 50 lignes, 25 fois par jour, ça me rend très heureux. Maintenant, passer 3 mois sur un livre, ou 6 mois, ou 1 an, c'est pas mon mode d'écriture en fait. Moi, j'aime bien, tu sais, j'ai une idée, je prends un truc un peu bien écrit, avec une belle phrase un peu sympa, un peu punchline, etc. Je le jette et il fait son chemin, et il y en a qui le lisent, il y en a qui le lisent pas. Et moi, ce truc-là, je l'oublie et j'ai pas envie de revenir dessus, tu vois. Quand je dois revenir sur des pages de présentation d'offres, sur des emails, parce qu'il y a des séquences et tout, que je dois repasser du temps dessus et les retravailler et tout, j'aime pas ça. Je sais le faire, hein, mais j'aime vraiment pas ça. Et donc, en fait, moi, écrire des livres, c'était pas une bonne stratégie pour moi parce que c'est pas ce que j'aime faire. Ouais, t'aimes bien écrire vraiment dans l'instant T, quoi. C'est ça. Ouais. Alexandre Mozy, il disait j'avais plusieurs options pour écrire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur Twitter pendant 1 an. Comme ça, au moins, j'étais sûr que j'écrirais un livre qui serait lu. Parce que sur Twitter, les gens vont consommer et vont le lire. Tu vois. Un livre, c'est pas sûr. Je trouvais ça amusant. Ok, c'est intéressant comme retour d'expérience. Moi, ça m'intéressait sincèrement de voir un peu quelle expérience tu avais eue. Et ouais, on a chacun une personnalité différente, des compétences différentes. Et j'avais jamais perçu cette distinction entre aimer écrire sur l'instantané, être vraiment sur le qui-vive un petit peu, et vraiment perfectionner une œuvre et chercher à la virgule près comment on peut améliorer. C'est 2 mécaniques différentes. Donc, je trouve ça super intéressant. Je suis très 80-20. Je suis catégorisé, même si j'y comprends jamais rien leur catégorie, là, HP, un peu surdoué, tout ça. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas complètement un génie extraordinaire toc-toc, mais ils me considèrent que mon cerveau a plus que la moyenne. Et il y a un truc que tu retrouves systématiquement chez des personnes qui ont ce profil de façon de raisonner, en fait, parce que c'est pas une qualité ou un défaut, hein, c'est juste une caractéristique physique qui amène son lot de trucs bien, de trucs pas bien. C'est que, vu qu'on est capable très vite d'appréhender 80% de quelque chose, la difficulté perçue d'aller chercher 85, 90 ou 100% est stratosphérique. Moi, il me faut 1 mois intensif pour peut-être être dans le top 500 français d'un sujet, parce que j'apprends très vite. Par contre, pour aller chercher un top 10, ça me demande un effort colossal. Parce que vu que dans mes 34 dernières années, j'ai jamais eu à faire ce genre d'effort pour maîtriser quelque chose, la perception de ce que ça me demande d'être vraiment le meilleur des meilleurs sur un truc, elle est mais genre inatteignable pour moi presque. Tu vois, psychologiquement en tout cas, j'entends. Et donc tu retrouves ce truc très 80-20, c'est-à-dire que je suis assez bon, je sais que ça pourrait être perfectionné, mais presque je suis pas capable de le faire en termes d'état d'esprit, tu vois. Et à partir de là, tu comprends tout de suite pourquoi écrire un livre pour moi c'est un cauchemar, alors que écrire des posts et des emails c'est trop cool. Ça demande pas le même niveau d'expertise et le même niveau de relecture, de correction, d'optimisation. Mais pareil en business, hein. Je fais des offres, je fais éventuellement des funnels, je crée des produits, des trucs et tout. Il y a toujours des gens qui passent derrière moi pour les optimiser. Sinon, moi, je suis pas heureux, ça va quoi. vite. Pour toi, il faut que ça aille vite. Ouais, j'ai une idée le matin à 8h, à 11h, elle est lancée. Par contre, C'est quoi derrière, il y les a des gens tâches qui ont passé 3 mois. C'est quoi les tâches que tu kiffes particulièrement faire dans ton business et celles au contraire où quand tu dois le faire, tu n'as qu'une envie, c'est de le déléguer ou ça te tue ton énergie rien que de penser à le faire? Ce que je kiffe, c'est écrire des emails, écrire des pages de vente, penser des produits, penser les structures, penser les stratégies, penser les branding, penser les sujets. C'est tout ce qui est marketing au sens large. Intermédiaire neutre, délivrer le produit ou le coaching. J'aime bien, hein, mais c'est pas un truc non plus. Genre, ça me donne de l'énergie, tu vois. Ça va. Ça va, c'est cool. Tout ce qui est optimisation, structuration, création de process, organisation, c'est un cauchemar. Je peux te donner un exemple. Là, on est en train de switcher de plateforme de formation pour notre programme d'accompagnement. Et en même temps qu'on le fait, il faut que je revoie toute la structure et que je sache qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, comment est-ce qu'on restructure tout, qu'est-ce que j'ai comme nouveau truc à enregistrer, avec quoi je suis encore d'accord, avec quoi je suis plus d'accord, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc, ce truc est indélégable puisque c'est moi qui dois le faire, quoi.
Donc, ça veut dire que je dois télécharger un endroit, mettre un autre, mettre les titres, mettre les descriptions, télécharger, remettre de l'autre côté. J'ai fait ça toute la journée aujourd'hui quasiment. J'ai envie de mourir en faisant ça. Je suis à un moment allé me poser une demi-heure pour faire une micro-sieste et j'avais la tête qui tournait. Je me C'est ta sentais mal. récréation là aujourd'hui, là, le podcast. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Là, c'est cool. Là, je passe un bon moment là. Non, ce truc-là m'a rongé le cerveau. C'était un enfer. Mais c'est un mal nécessaire. Une fois que ce sera fait, il y a un truc trop cool qui va ressortir. Par contre, non, je passe pas un bon moment. Aujourd'hui, c'est quoi le défi que tu rencontres dans ton business? Je sais pas si tu connais le framework Scale, Mess, Debt. Ouais. Donc, croissance qui crée du bordel et je dois payer ma dette avant de pouvoir recroître. Scott Holford, ça, non? Ça vient pas de lui, je crois, mais c'est lui qui l'a repopularisé ces derniers temps. Ouais. Et en avril, mai, juin, on a beaucoup scale. On a une très grosse croissance, jusqu'à plus de 6 chiffres par mois. Et depuis, on a payé le prix en structuration. Et c'est pas un endroit où j'excelle en plus. Et franchement, c'est le plus gros défi. Restructurer la team, restructurer la façon de délivrer aux clients, restructurer les modèles d'acquisition, restructurer la stratégie. Parce que quand tu arrives à un autre niveau, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et en fait, s'il y a plus de 100K, tu fais la même chose que tu faisais à 20, par exemple, tu vois, il y a tout qui pète. Qu'est-ce qui change, par exemple? Tu peux plus délivrer aux clients de la même façon, de façon amateur et un peu improvisée, parce que tu n'as plus 20-30 clients, tu en as 150. Tu peux plus manager ta team un peu à l'arrache sur Slack, parce que tu n'es plus 4-5, tu es 15. Ton acquisition à plus grande échelle, elle coûte beaucoup plus cher, donc il faut la penser différemment. Tu peux plus gérer ta trésorerie de la même façon. Parce que si tu avais anticipé que tu as un retour sur investissement à 2 mois et que tu l'as à 3 mois, tu as 45K dehors ou 50K dehors, il y a tout à repenser. Et là, on est dans un truc où j'apprends complètement un nouveau métier et que je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai jamais fait, ça, de structurer une boîte, tu vois. Et ouais, c'est un putain de défi. Super intéressant. Les entrepreneurs, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Est-ce que tu te rappelles de quel a été ton plus beau dans ta carrière d'entrepreneur, ton jour où ton moment où tu te rappelles le plus, et inversement, le pire jour de ta carrière d'entrepreneur où tu n'avais qu'une envie, c'est de te jeter sous un train et d'oublier cette journée? Un des plus beaux, alors il y en a sûrement plein d'autres, mais un des plus beaux dont je me souviens, c'est j'avais démarré le coaching consulting et le début était dur, tu vois, parce que je venais vraiment d'un monde plus corporate et je comprenais pas bien tout comment ça marchait, tu vois. Et je galérais un peu, je me fais accompagner, pas du tout sur du business ou du marketing, vraiment que sur de l'état d'esprit. Et je me souviens, je vais voir un prospect, je discute avec et tout. Et la personne, elle me dit, moi, je veux travailler avec toi. Hein, quoi? Pourquoi? Genre, et la personne me demande le prix. Et je me suis dit, bon, culot, quoi. Et je lui dis 10 000. Il me dit, ok, je réfléchis. Moi, à l'époque, les objections, tout ça, je connaissais pas. Je lui disais, ok, réfléchis, tu vois, à plus. Je m'en vais de là-bas. Et une heure après, je suis à Paris, je suis dans le métro, et je reçois un message. J'ai fait le premier virement, je suis trop contente. Merci. Hein, quoi? Ça vient de me valider 10 000 euros, elle me dit merci. Et là, je screen, je suis à deux doigts de pleurer. Je l'envoie à la personne qui me coachait à l'époque. Je fais, pourquoi tu m'avais pas dit que c'était si facile? Et tu sais, il y a un truc qui se débloque dans mon cerveau. Ça, c'est juste ça. Et là, j'ai une période où j'ai commencé à enchaîner, tu vois. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, tu vois. Et ça, j'étais, ah putain, il fallait juste débloquer un truc dans la tête et hop, ça a tombé ça pleuvait des clients, tu vois. Je ne comprenais pas. Ça, c'était un très beau moment, une très belle période. À côté de ça, moi, j'étais dans la mode pendant longtemps, j'avais un média, on a fait des e-books, on a fait des collabs et on a fait de l'e-commerce. Mais l'e-commerce, j'y connaissais rien. Et avec mon arrogance naturelle, je pensais que j'étais meilleur que les autres et que je savais mieux qu'eux. Donc, j'ai écouté les conseils de personne et j'ai fait ce que je voulais. Donc, je suis allé sur un salon d'acheteurs avec mes 15-20 000 euros. Je suis allé dans une marque japonaise que personne ne distribue en Europe, que tout le monde m'a dit de ne pas distribuer parce que ça ne se vendrait pas. Et moi, j'ai dit, ce truc est génial, je vous emmerde, moi, je le vends. Ça arrive 12 mois après, parce que entre les différés de collection que je n'avais pas bien captés et les problèmes de douane qu'on avait eu, je ne te le dis pas. Donc 12 mois après, autant se dire que 12 mois après, moi, je ne savais même plus qu'on avait ce truc-là. Je me retrouve donc avec 20 000 balles de stock. Les tailles japonaises ne sont pas les tailles françaises, bien entendu. Les prix, quand tu te rends compte qu'il faut faire x2,5 si tu veux être un minimum rentable, on arrive sur des chemises déstructurées, asymétriques qui vont jusqu'au genou, qu'il faut vendre 350 euros sur un blog, sans e-commerce, avec un appareil photo pourri.
Écoute, j'ai encore 20 000 € de stock dans le placard chez mes parents. Dans les Tout est ressources encore du là-bas. podcast, vous avez le lien pour acheter les chemises qui arrivent jusqu'aux genoux. J'ai encore un truc que j'étais sûr de moi pourtant, mais tu as tellement tort. Un cuir genre de motard craquelé blanc, prix de revente 2 000 €. Et je pensais que j'avais eu une bonne idée. Tu te doutes, il est pareil aussi dans le placard. Hein. Mais c'est bien, il faut les Et garder. voilà, C'est et- trop fait, ça. Ah ouais, non, mais et j'ai des Symbolique. t-shirts j'ai des t-shirts déstructurés jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'était pas un bon moment. Parce que mon ego, il a pris un sale coup dans la gueule. Mm. Quoi. C'est genre, ah putain, en fait, je suis nul. Et ils avaient tous raison, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. Mais c'est aussi une de mes plus belles leçons. Aujourd'hui, je me considère plus comme génial. Je n'écoute surtout plus les gens qui me disent que je le suis. Et je regarde mes résultats. Plus rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que tout le monde qui me dit que je suis un gros con, mais les résultats sont bons, j'estime que je suis bon. Tout le monde me dit que je suis extraordinaire, mais j'ai des résultats qui collent pas. Je me dis que je suis pas si bon que ça. Et c'est pas corrélé à l'humain que je suis. Hein. Je m'aime ou je m'aime pas exactement de la même façon. J'ai des bons résultats ou pas. Mais tu as une métrique Mais objectivable. Ouais, c'est ça. C'est quand on me parle de. Je l'ai eu un peu ces derniers temps, tu vois. Ah, Jérémy, génie du marketing. Non, non, pas génie, en fait. Je plante des trucs comme tout le monde, je réussis des trucs comme certains. Et probablement aujourd'hui que je suis devenu, à force de travail, un peu plus bon que la moyenne, tu vois. Mais il y a des gens tellement plus brillants que moi, tu vois, et qui font tellement plus de résultats que moi. Donc, en fait, non, juste, j'ai encore plein de chemin à faire et plein de travail, tu vois. Et ces 6 derniers mois, j'ai des gens qui ont fait des vidéos, des articles, des machins, des trucs, des vendettas publics pour dire que j'étais le diable. Il y a aussi des personnalités un peu connues qui ont dit que j'étais super fort. Et là, tu te rends compte C'est dans l'intro du podcast. On l'a repéré, cet extrait. On vous l'a mis. c'est que j'ai reçu des dizaines de messages ce jour-là. Et moi, genre, je me réveille d'une sieste et je vois, il y a Oussama qui a dit ça. Hein, quoi? Qui? Quoi? Pourquoi? J'avais encore décollé, tu sais. Et genre, je regarde ça, je fais, mais non, je savais même pas qui savait qui j'étais, tu vois. On avait échangé de messages sur Instagram et c'était drôle, tu vois. Et depuis, on échange quelques messages. C'est un mec très sympa. Avant la dernière ligne droite, j'aurais une foule de questions à te poser. Je ne vais pas te les poser. J'aurais aimé te demander ta vision du marketing. J'aurais aimé qu'on parle de l'edge et du moat. J'aurais aimé qu'on parle de plein d'autres choses. Le plus simple, si vous voulez entendre Jérémy sur ces sujets-là, c'est de vous abonner à sa newsletter et le suivre sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, c'est vraiment dans les ressources du podcast. Donc, la dernière question avant la dernière ligne droite des 5 dernières minutes. Sur quoi est-ce que tu as changé d'avis ces dernières années? J'ai changé d'avis sur les funnels où j'étais 100% contre. Et aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est un très bon outil, mais il ne faut pas le donner à tout le monde. Il ne faut pas l'utiliser n'importe quand. Et c'est pas une solution miracle, tu vois. Ce truc de Russell Brunson de one funnel away, genre vous êtes à un funnel de la réussite et de la richesse, c'est grosse connerie. Et on oublie le product market fit et le fait qu'il faut commencer à la main et chercher ses premiers clients et que c'est pas facile et tout. Et qu'en fait, tu mets en place un funnel une fois que les choses, une fois que tu sais où tu vas par avant. Donc déjà là-dessus, sur la publicité, pendant des années, j'ai dit, je suis anti-pub, j'en ferai jamais. Aujourd'hui, c'est un de mes gros canaux d'acquisition. Pareil, il faut que ce soit bien fait, dans les bonnes conditions, au bon stade du business. C'est un effet de levier, on ne fait pas effet de levier sur zéro, sinon on perd de l'argent. J'ai changé d'avis sur quoi encore? J'ai pas changé d'avis parce que j'ai toujours su que c'était une bonne chose, mais là je commence à être un peu plus bullish dessus, un peu plus. C'est le fait de vraiment construire une audience et une communauté sur la durée et sur les canaux YouTube podcast. Je suis beaucoup plus confiant là-dessus et je pense que c'est vraiment l'avenir à beaucoup de niveaux, beaucoup plus qu'avant, parce que tout est en train de changer très très vite sur le marché actuel. C'est les principales choses sur lesquelles mes avis ont évolué, je pense. Et à ton surtout au avis, niveau de business. sur quoi tu vas changer d'avis à l'avenir? Alors là, potentiellement sur tout. Hmm. Quand je regarde 12 mois en arrière, je suis jamais d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, et puis c'est bon signe quelque part. Hein. Ouais, Si tu regardes un truc que tu as écrit 5 ans avant et que tu dis, ah, je suis trop d'accord avec moi-même. Putain, c'est-à-dire qu'en 5 ans, j'ai pas évolué, quoi. C'est triste. Ouais. Dans 2 ans, Je Jérémy, pense vous qu'il y a- allez retrouver, il sera féministe, ça va être incroyable. je le suis déjà dans une certaine mesure. Je pense juste pas qu'il faut brûler les hommes. Ok. Et je pense pas qu'il faut brûler qui que ce soit, en fait. Voilà. C'est simple, hein, la vie chez Jérémy, il faut brûler personne, c'est très bien. Brûler les bateaux, à la limite, mais c'est tout. Mon féminisme est un humanisme. Laissez les gens tranquilles et arrêtez de leur faire du mal. Foutez-leur la paix.
J'adore ça. On avait déjà fait une interview sur la chaîne YouTube il y a quelques temps, et Ouais. donc tu t'étais déjà livré à l'exercice du portrait chinois. Pour ceux qui s'en souviennent pas, comme Jérémy apparemment, on va le refaire. Si, je l'ai vu, je l'ai rechecké il n'y a pas longtemps l'interview. Ok, mais Ça va être l'occasion de voir gros, si ça les a réponses changé. ont évolué. Mais Par contre, du coup, je me souviens pas des réponses par contre. Hein. bah parfait. On va tricher, c'est pas moi qui vais te poser les questions, c'est Christopher, comme ça on va faire comme si c'était un autre portrait chinois. On va enchaîner une dizaine de questions et ça serait une bonne manière de conclure l'interview. Parfait. Alors, Jérémy, t'es prêt? Allez. Parfait. Jérémy, si tu étais un animal, qui serais-tu? Putain, c'est dur comme question. Là, tout de suite, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un kangourou. Je sais peut-être parce que ma femme m'a parlé de ça ce matin. Voilà, je serais un kangourou. Je trouve ça marrant. D'accord. Ok, va pour le kangourou. Je crois qu'il Si avait tu dit une étais un- otarie la dernière fois, il y a 2 ans. Non, Je dis vraiment des conneries, moi. non c'est pas vrai. Ben, je crois que sa femme lui avait parlé d'Otari Ouais, c'est- le matin. Si tu étais un objet du quotidien, Un mug de café. une mug de café. Si tu étais un film, C'est dur ça. Je regarde tellement pas de films en plus. Je peux être une série ou pas? allez, on peut tricher, tu peux être une série. The Big Bang Theory. Ah, Big j'adore. Bang Theory. T'aimes bien, je crois, Meryl? Ouais, bien sûr. Ah, la fin de la série, ça m'a miné mon après-midi hein, quand c'était l'épisode final. Je regarde plus les épisodes finaux des séries, ça me rend trop Ah bah triste. non. Si tu étais un livre, la ligne. Comment il s'appelle ce livre? Attends, je vais retrouver. La ligne Libres blanche. enfants de Summerhill. C'est un roman, ça? C'est non, c'est un bouquin de psycho, un peu type Montessori, sur A.S. Neil, un psychologue anglais des années 1900, qui a monté une école un peu type Montessori et qui l'explique et qui raconte tout, comment ça s'est passé. Et tout. Ok, juste un instant là-dessus, c'est quoi du coup qui t'inspire dans ce livre-là? C'est un livre que la mère d'un ancien ami m'a passé quand on avait 13 ans, en me disant lis ça. Et c'est la première fois que ça m'a ouvert les yeux sur un autre modèle d'éducation, sur un autre modèle de société, sur ce qui était possible, sur ce qui pouvait être différent. Et c'était pas une très bonne idée de filer ça à un enfant de 13 ans qui était un peu déjà en rébellion contre le système, hein, mais c'est un livre qui m'a appris plein de trucs et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ok, je connais pas du tout ça. Tu me l'as bien teasé. Si tu étais un plat, Des steak au sushis. kangourou. Non, on mange Sushi pas les kangourous. Des sushis. Les poissons, on peut les manger, je m'en fous. Pas les kangourous. Si tu étais une célébrité, Alors là. Je m'identifie bien à Grant Cardone en ce moment. J'aime bien, il a une grande gueule, il rentre dans la tête des gens, tu vois. Je suis pas forcément envie de créer un empire d'1 milliard dans l'immobilier, mais j'aime bien comment il parle et son tempérament. Ouais, au niveau du tempérament, j'imagine bien. Est-ce que tu as vu sa vidéo avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street? J'ai vu des extraits, je ne l'ai pas vu en entier encore. Ne le regarde pas si tu veux rester fan de Grant Cardone. Non, mais c'est divertissant à regarder. C'est vraiment super intéressant. si tu étais une citation, Oh là là. J'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est quelque chose comme autant être soi-même, tous les autres sont déjà pris, quelque chose comme ça. Oscar Wilde. Ouais. Mais je me souviens plus de la citation exacte. Mais ouais, de toute façon, Oscar Wilde, j'aime beaucoup. Mais Jérémy Coleman le dit mieux, donc c'est pas grave. Jérémy quand même fait ce qu'il peut, mais Oscar Wilde est quand même meilleur. si tu étais un gros mot, Putain. ça revient Je souvent. m'en sers quand... Ouais, mais je m'en sers quand en ponctuation. Il n'y a pas de gros mots en Alsace? En Alsace, on va éviter. Si tu étais une émotion, L'amour. l'amour. Alors, est-ce que tu es fan de jeux vidéo ou pas, Jérémy? Je l'ai été, aujourd'hui plus du tout. J'ai plus le temps. Je m'intéresse moins. Je fais Mumus avec un Oculus une fois de temps en temps avec des jeux à la con. Mais non, je joue plus aux jeux vidéo.
D'accord, donc si je te pose la question, si c'était un jeu vidéo, t'as pas de forcément Ouais, je peux d'idée te en tête. dire je peux te dire les bons souvenirs que j'ai. Tu vois, ça peut être World of Warcraft, ça peut être la quatrième prophétie. C'était des jeux de rôle, hein. La quatrième prophétie, c'était un machin en 3D isométrique tout pété. Les personnages, ils n'avaient pas de visage. Et pourtant, je pense que j'ai passé des centaines d'heures sur ce truc. Meryl, toi qui aimes les jeux vidéo, as-tu déjà joué à ce jeu? C'était moins mon style, mais quel que soit le jeu vidéo, on retrouve souvent des mécaniques qui se ressemblent et améliorer les conditions de son personnage, Ouais, gérer c'est des ça. flux d'argent et tout. Enfin, Voilà. finalement, le business, c'est les jeux vidéo pour les grands. Ouais, c'est ça, exactement. Si tu étais un super pouvoir, La téléportation. téléportation, et tu ferais quoi en te téléportant? Ah ouais, je pourrais aller voir les gens que je veux, les endroits que je veux, et j'aurais pu me faire chier avec l'empreinte carbone. C'est quand même vachement bien. Imagine-toi, j'ai plus de problème d'empreinte carbone et je peux aller où je veux, quand je veux. C'est trop cool. On t'a déjà sorti aussi qu'avec tes emails, tu avais une empreinte carbone qui augmentait. Non, on m'a rien dit, mais vu le volume d'emails que j'envoie, vaut mieux pas qu'il regarde. Envoie une newsletter dans l'avion, tu vas te faire insulter, tu vas voir. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, bien évidemment. Génial, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur. T'as oublié ma dernière question, Meryl? Tu me coupes comme ça? On se termine pas sur le super pouvoir. Non. On termine sur quoi alors? Si tu étais un commentaire sous ce podcast. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise qu'il a appris quelque chose. Ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot tous les trois. Parfait. Ou que la personne elle est repartie motivée, au choix, n'importe. Mais ça veut dire qu'on a fait notre job. J'adore cette question, Chris. Elle vient de sortir de mon chapeau. Ah, c'est une bonne question. Hein. Peut-être que je te la piquerai un jour. Hein. Ah ouais, Pas de problème. Très smart. Merci encore d'être venu. Donc, je l'ai déjà dit tout au long de l'épisode, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Jérémy, si on veut te suivre? Le plus simple aujourd'hui, c'est mon Facebook personnel ou la chaîne YouTube, je pense. Ok, donc le message est lancé. C'était un plaisir d'échanger sur toi sur tous ces sujets. Puis moi qui consulte ton contenu régulièrement, j'étais curieux aussi d'avoir certaines de tes réponses. Donc, c'était un double plaisir. On se retrouve. J'étais très content. C'est parfait. Alors, on relâche Jérémy. On va le retrouver sur son Facebook perso si vous le souhaitez. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Bye.